La table est maintenant mise pour le prochain atelier qui consiste à travailler un peu plus en profondeur le comment changer nos façons de faire pour activer le système de santé apprenant. Ce sont le professeur Denis Schoenwehr de l'Axe Gestion de changement de l'unité de soutien qui va s'adresser à vous. Denis, m'éclairer sur es-tu seul ou tu as la chance d'avoir voilà, Vanessa qui est fidèle accompagnatrice, Vanessa Fayolle qui est la coordonnatrice du même axe qui va se joindre à Denis Schoenwehr pour vous animer et organiser ce prochain atelier. À vous, monsieur, madame. Merci Antoine pour cette présentation fulgurante et merci à l'unité de soutien pour avoir préparé ce magnifique colloque. Donc, je sais ce que ça représente comme travail. Et donc, l'unité de soutien ne reculant devant rien. Nous allons vous faire vivre une expérience immersive de plus haut niveau en vous révélant en primeur les résultats d'une enquête pan-canadienne et mondiale sur la question des principaux leviers et enjeux en santé et en gestion de la santé dans un environnement de système apprenant. Comment peut-on faciliter le processus de manière à ce que le système puisse développer davantage de capacités? Donc, le sondage va vous révéler un certain nombre d'informations que nous avons cherché à regrouper en 5 catégories pour faciliter l'exercice. Et sur ce fait, je vous demanderai de vous regrouper au sein de 5 à 6 tables maximum. Donc, je vous invite à vous avancer et à faire en sorte qu'on ait des tables complètes dans la mesure où l'expérience immersive ne pourra pas se réaliser. Donc, je vous invite fortement pendant que je parle pour écouler un peu le temps, de manière à ce que vous puissiez donc vous rapprocher pour qu'on puisse générer quelque chose de façon un peu plus, je dirais, synergique et complémentaire. Sinon, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on peut projeter les analyses? C'est déjà... Pouf, c'est parti, c'est parti. Donc, enquête, 172 répondants. Pendant que vous vous placez, bon, je vais occuper le temps. Donc, 172 répondants dans différents secteurs cliniques, différentes catégories d'employés. Donc, l'idée de base, c'est de faire émerger des points importants. Donc, avancez, il y a des tables de libre en avant. Donc, et j'inviterai les fidèles participants du pôle santé à ramener le crowd vers l'avant. Mais pourvu que la table soit complète, ça peut être ailleurs, ce n'est pas important, c'est de regrouper les gens. C'est ça l'important. C'est d'avoir le moins de tables possible. On a 5 tables? C'est parti, on est en business. Good. Donc, les résultats, malheureusement, mes lunettes ne me permettent pas de voir jusque-là. Donc, voici tous les éléments qui ont ressorti de l'enquête comme étant les éléments les plus importants, ont été classés donc en ordre de pourcentage d'importance. L'idée, c'est de voir que plusieurs facteurs qui ont été soulevés par l'enquête comme étant des dimensions importantes dans la capacité de développer un système de santé efficient et efficace. Si on poursuit, donc, des facilitateurs et des barrières, si on regarde les principaux facilitateurs, on voit bien une plus grande transparence, donc la notion de données, de transparence, de capacité d'accès aux données. On voit bien par les projets de loi que c'est un objet important. Le développement des outils de gestion et des indicateurs, comment créer des indicateurs de performance qui nous permettent de suivre l'évolution des implantations qu'on met dans le système de santé. Le travail en partenariat, donc notamment les patients partenaires, naturellement, qu'on vient d'entendre dans l'événement précédent. L'éloignement du secteur politique de la santé, on a vu que la création de l'agence aurait, selon le projet de loi, le but de séparer un peu la politique de l'opérationnel, donc de créer un peu un pare-feu entre les deux dimensions. Des changements de loi, c'est assez directement relié aux 2-3 projets de loi qui ont été proposés dernièrement. L'augmentation de l'imputabilité. On sait que pour être capable de développer un système de santé apprenant, il faut que les personnes responsables puissent également être dotées d'imputabilité dans leur prise de décision.
Les barrières, il y en a plusieurs. La bureaucratie. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. L'épuisement professionnel. Donc, vous savez que c'est difficile de donner des soins si ceux qui soignent sont déjà épuisés. Donc, on est dans une logique où il faut soigner les soignants. Donc, on est rendu à peu près à cette étape-là. On sait que si on ramènerait la moyenne du taux d'absentéisme du personnel de santé à celui de la moyenne canadienne, on aurait, je pense, 5 000 infirmières de plus sur le terrain. Donc, il y a un paquet de statistiques comme ça qui montrent qu'on est des taux d'absence pour des questions de santé psychologique qui sont vraiment nettement supérieurs à l'ensemble des autres secteurs. La pénurie, ça, c'est un cercle vicieux. Plus il y a de pénurie, plus ceux qui restent doivent travailler plus fort, et plus ceux qui travaillent fort, plus ils s'épuisent, et plus il y a de la pénurie. Donc, finalement, c'est un peu comme la saucisse, il n'y a rien à faire avec ça. Donc, la perception d'ingérence, on a vu que la capacité de distinguer, de créer un pare-feu entre le politique et l'opérationnel est un facteur important dans la mesure où la gestion de la pandémie a été un bon reflet de cette ingérence dans certaines dimensions où les commandes arrivaient de partout et que finalement, sur le terrain, plusieurs n'étaient pas applicables. Donc, ça crée énormément de distorsions. Donc, comment réussir à créer cette distinction de manière à ce que l'opérationnel puisse avoir l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions qui sont propres à leurs caractéristiques. Chaque environnement est différent. La mauvaise gestion, je pense que je n'ai pas besoin d'en parler plus, le manque de connaissances et le manque de temps. Donc, manque de connaissances, manque de temps. Développer des compétences en système de santé apprenant comment les gestionnaires peuvent être capables, dans leur processus de prise de décision, d'avoir des caractéristiques, des critères qui favorisent l'apprentissage des systèmes et la captation des innovations. On sait que les problèmes en gestion d'innovation sont fondamentalement reliés à la gestion de la demande, c'est-à-dire que l'innovation existe et le système a de la difficulté à l'accepter. Donc, il y a comme une barrière à la capacité au niveau des compétences de pouvoir prendre ces connaissances et ces innovations et d'en faire profiter le système et de les mettre à l'échelle. Donc, il y a cette barrière importante dans la capacité des principaux décideurs à bien gérer l'acceptation des innovations en santé et tous les processus et les politiques d'approvisionnement sont également des mécanismes qui ne facilitent pas nécessairement l'introduction de la technologie et de l'innovation. Sur ces éléments-là, on a regroupé tout ça en quelques catégories, et c'est encore plus petit. Donc, les conditions de travail. Bon, c'est ce qu'on va chercher à faire sur les 5 tables. Chaque table aura un thème à traiter, et on vous demande 3 solutions. Pas 10, pas 4, pas 3. Quelles sont les 3 principales solutions que vous proposez et pourquoi? Donc, premier thème, les conditions de travail. Comment peut-on améliorer les conditions de travail des soignants de manière à ce que ces derniers puissent offrir des soins de qualité, en sachant que les gens épuisés offrent rarement des soins de qualité. Et les études sont assez conformes là-dessus. La gouvernance et la politique. Comment modifier les principes de gouvernance dans le système de santé de façon à accélérer la capacité de générer un système de santé qui va pouvoir apprendre de ces expériences. Thème 3. La place du patient dans le système de santé. Bon, on en a beaucoup parlé dans les séances précédentes, mais bon, je pense que c'est incontournable étant donné la centralité que le patient partenaire a dans l'unité de soutien, c'est ça. Les connaissances et les innovations en santé, comment favoriser la capacité des systèmes à accepter l'innovation en santé et en faire un bénéfice à valeur ajoutée. Donc, comment réussir à changer les modes de fonctionnement pour que ces innovations puissent finalement percoler dans le système et être déployées pour le profit de l'ensemble des citoyens québécois. Et finalement, le dernier, circulation de l'information. Comment faciliter la circulation de l'information dans les systèmes de santé? On sait très bien qu'en ce moment, il y a 9000 systèmes d'information différents au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Et la majorité ne se parle pas. Par conséquent, on se retrouve dans des contextes où le personnel soignant doit réécrire des informations qui existent déjà dans des systèmes parce qu'elles ne sont pas transférables. Les erreurs s'installent, ça crée un ensemble d'éléments et de barrières qui éliminent le sens au travail parce que les soignants veulent soigner, ils ne veulent pas remplir des documents. Et donc, comment réussir à réduire le poids de ces barrières en matière de circulation de l'information, de fluidité de l'information,
dans le système de santé. Donc, sur ce, je ne parlerai pas plus longtemps parce que le but, ce n'est pas de m'écouter, mais de vous écouter. Et donc, un thème par table, je laisse le soin à Vanessa de choisir les thèmes pour chacune des tables. Et donc, Vanessa, c'est à toi. Et il y a 5 tables. Bon, on va y aller dans l'ordre alors? Tout à fait. On va... Non. Toute une aventure. Bah, écoutez, on va y aller dans l'ordre des tables. Alors, je vous propose peut-être de travailler sur les enjeux de ressources humaines sur la première table vers nous. Donc, 3 solutions à apporter. Vous autres, vous travaillez pas? Non, ils ne travaillent pas, de toute façon. Eux, ils viennent juste chercher les solutions qui sont apportées aujourd'hui, c'est vrai. Thème numéro 2, gouvernance et politique. On compte sur vous pour 3 solutions concrètes sur ces enjeux-là. Je vois Catherine très inspirée déjà. Je vois les idées qui fusent rien que dans son regard. Évidemment, le 3e thème est caché. Ah, je ne peux pas enlever ça. La place du patient dans le système de santé apprenant. Alors, c'est à vous qu'on va le confier, la place du patient dans le système de santé apprenant. On va aller par ici avec les connaissances et innovations en santé qu'on va vous confier. Et c'est à vous qu'on va confier la circulation de l'information. Et je pense qu'on se laisse 20 minutes pour ces échanges. Ouais, un bon 20 minutes pour être capable d'avoir un temps pour récupérer toutes ces informations. En plénière sur tout ça. Merci. Donc, 20 minutes, espérons productives. Donc, on vous demanderait en 2-3 minutes rapidement de nous révéler les 3 idées que vous avez retenues. Donc, un porte-parole par table qui va nous exprimer le fruit de vos réflexions les plus profondes. Et donc, on commence par la table numéro 1. Désolé, on arrête pour l'instant et on va écouter les gens de la première table sur la question de la gestion des ressources humaines dans le milieu hospitalier. Oui, c'est encore moi. Donc, nous, on était pour la table numéro 1, donc avec les conditions de travail puis les ressources humaines. Une de nos solutions, c'était l'autogestion des horaires, donc avec une adaptation des horaires en groupe, en collaboration entre les professionnels et les gestionnaires. Adapter aussi le temps supplémentaire sur une base volontaire plutôt qu'imposée. Et des applications mobiles où le personnel pourrait prendre des heures qui sont disponibles ailleurs, donc quelque chose un peu plus général, mais que les gens puissent eux-mêmes décider d'aller combler des heures à des endroits où ils veulent, avec un peu plus d'autonomie là-dedans. Ensuite de ça, on s'attaquerait, si c'est possible, aux silos imposés par les autres professionnels, donc les ordres professionnels avec les actes réservés, donc s'appuyer sur des compétences d'autres professionnels. Moi, je donne souvent l'exemple en santé mentale, on oublie beaucoup qu'il y a des psychoéducateurs, qu'il y a des ergothérapeutes formés en santé mentale, qu'il y a toutes sortes de gens qui peuvent avoir des actes qui pourraient aider beaucoup, mais avec le protectionnisme qu'on connaît, c'est difficile. Donc, on voulait comme un peu s'attaquer à ça avec justement la notion d'interdisciplinarité, donc dépasser les notions de corporatisme. Et aussi, c'était dans la même foulée, la reconnaissance d'acquis pour les personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent de d'autres pays, qui sont très bien formés, mais que tout d'un coup, ils atterrissent ici, ils deviennent incompétents finis. Ça, j'ai jamais compris. Ils deviennent conducteurs de taxi. Hein? Exactement, mais je trouve ça fou en même temps. Et les longueurs administratives là-dedans aussi pour donner des permis de travail. Puis on discutait justement avec les autres professionnels. Apparemment que les dentistes français qui viennent ici, ils ont une entente avec l'Ordre des dentistes, 6 mois de stage et ils peuvent pratiquer comme dentistes. Pourquoi les autres professionnels ne peuvent pas avoir autre chose comme ça? Il faut qu'ils refassent leur formation. Tout à fait. C'est débile. Donc, voilà. Et ensuite… C'est bien dit, c'est bien dit. Oui, vraiment. Et ensuite de ça, bien, il y avait aussi beaucoup la notion de toutes les charges administratives avec la lourdeur où les professionnels passent un temps fou à remplir des trucs. Donc, pourquoi on n'est pas capable d'aller optimiser, si on veut, toute la technologie pour essayer d'évacuer le plus possible toute la lourdeur des charges administratives. On en a 3. Merci beaucoup. Très intéressant, très intéressant. Très intéressant. La parole est à la table numéro 2.
Alors, nous, on est plusieurs porte-parole. Bravo pour la table numéro 1. Pour l'instant, vous êtes les meilleurs. Nous, ça va être une table à plusieurs voix. Donc, je commence, mais après, je vais passer le micro. Tout d'abord, nous, on voulait redéfinir... C'est Marie-Pascale qui prend la parole. On n'est pas sorti du bois. Là. Je ne suis pas je parle pas tant que ça, c'est pas vrai. Gouvernance, d'abord le définir. Donc, dans la littérature, c'est souvent prendre des décisions dans une position d'autorité pour être capable de pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Donc, nous nous mettons en faux, évidemment, avec cette définition, où nous aimerions beaucoup plus aller chercher une gouvernance clinique ou une gouvernance même clinique et populationnelle pour prendre vraiment l'ensemble des déterminants sociaux de la santé. Et ça veut dire qu'effectivement, il y a une gouvernance plus générale qui est capable de pouvoir donner les grands objectifs vers lesquels on veut tendre et qui laisse beaucoup de liberté et beaucoup de décentralisation pour les personnes qui sont directement en lien sur la réalisation, que ce soit des soins, des services ou des capacités de pouvoir promouvoir la santé. Et donc, nous poussons ce modèle, évidemment, de façon très importante. Et nous avons quelques exemples pour le faire atterrir à plusieurs niveaux et en particulier de pousser une gouvernance au moins tripartite, que ce soit à partir des départements jusque la cogestion tripartite au niveau des directions. Et aussi des chefs d'établissement et pourquoi pas non plus avoir un ministère qui soit trigéré avec un patient, un clinicien et puis un gestionnaire et même peut-être un chercheur. Merci. Marie-Pascale, c'est de la haute voltige. Donc, pour la deuxième solution, on parle en fait d'éloigner la politique là, du secteur de la santé. Mais actuellement, on a déjà deux personnes qui sont indépendantes, donc c'est-à-dire le protecteur du citoyen, le commissaire à la santé et au bien-être, qui actuellement n'ont que des pouvoirs de recommandation. Donc, doter ces personnes-là de pouvoirs exécutifs pour qu'ils aient un réel apport là, au système de santé, ce serait déjà une solution qui serait assez facile à appliquer sans changement de grande structure. Donc, voilà pour la deuxième solution. Merci. Mais c'est pas tout. Puis d'ajouter dans ces structures-là une structure qui inclut des patients partenaires, pas juste des usagers, des comités d'usagers, mais d'avoir des représentants de patients partenaires. Puis là, la dernière. Et la troisième idée qu'on avait, c'était au niveau plus des politiques, de prendre une approche d'amélioration continue de la qualité pour la mise en place de politiques, de les tester à petite échelle, d'apprendre des erreurs et des effets délétères avant de les mettre à l'échelle du système. Merci. Oh, mais il faut dire que les sujets ont été donnés en fonction de la capacité de chacune des tables, tu comprends? Donc, bonjour à tous. Je vais essayer de bien résumer ma table. On a des fois un peu divergé de la question initiale, mais en résumé, je pense qu'il y avait beaucoup l'importance de redonner la place aux autosoins. Donc, il y a comme un recul de l'autonomie dans les dernières années, surtout depuis la pandémie, qui a été nommé. Aussi, le besoin de consolider toute l'approche patient-partenaire. Avec la pandémie, on a vu la fragilité de ce système-là et les personnes ont été souvent exclues des mesures en place, des discussions qui étaient en lien avec la crise, quand on aurait dû les impliquer malgré tout dans cette nouvelle gestion. Aussi d'avoir des facilitateurs entre les patients et les gestionnaires ou chercheurs, etc., pour mieux accompagner les personnes et beaucoup d'importance de tout ce qui est compensation, rémunération. Donc, il y a un décalage entre certaines institutions, puis c'est un réel besoin parce que, bon, il faut donner de la valeur à leur savoir aussi, comme toutes les autres personnes. Donc, est-ce que j'ai bien résumé? Donc, merci. Merci. La table numéro 4. Bonjour. Donc, nous avons 5 solutions pratico-pratiques. Bon, pour, on déroge. Pardon, je n'ai pas compris les consignes. Allez-y, on vous écoute. Parfait, c'est bon.
Les trois premières, c'est en lien avec les droits d'auteur, parce que ça a été vécu par les membres de la table comme étant une barrière à l'implantation d'innovation sur le terrain ou la mise à l'échelle d'innovation, par exemple, d'un centre hospitalier à l'autre. Donc, d'établir l'entente des droits d'auteur dès le départ du projet. Et c'est la solution numéro 1. Pour faciliter ça, solution numéro 2, fait des formations sur les droits d'auteur et également des lignes directrices sur les droits d'auteur. Solution numéro 3. Solution numéro 4. Une fois qu'on a passé la barrière des droits d'auteur et qu'on est en train d'implanter sur le terrain, en fait, c'est de s'assurer que les personnes qui implantent l'innovation comprennent le sens de cette innovation-là, les données probantes et son importance. Donc, on donnait un exemple d'avoir un agent de transfert des connaissances. Par exemple, il pourrait outiller les personnes sur le terrain à suivre les bons indicateurs de réussite du projet. Et la cinquième solution, c'est de valoriser les innovations sans données probantes issues de la pratique. Des personnes comme un médecin, par exemple, qui peut avoir développé une solution avec ses années d'expérience, mais qui n'a pas fait d'études sur cette innovation-là, mais de trouver un moyen de valoriser ces innovations-là. Donc, voilà. Merci. Et la dernière table. Et donc, bon, après, on va faire un vote sur quelle table est la plus... vous a révélé les meilleures solutions. Donc, vous avez de la pression beaucoup, là. Vous avez beaucoup de pression. Il y en a une de disqualifiée. Il y en a une de disqualifiée. On ne peut pas être jugé parti. Hein, donc, de manière intéressante, je m'attendais à ce qu'on s'en aille en technologie pour le dernier sujet, mais ça a été rafraîchissant. On est resté davantage du côté, je dirais, plus social. Donc, ce que la table a ramené, c'est premièrement de s'inspirer des grandes cohortes dans les autres pays, comme par exemple aux États-Unis, en Scandinavie, où on dénominalise les données, on anonymise les données, et on est capable de construire des cohortes et de tirer des conclusions sur ces cohortes-là. Donc, ce que ça peut amener, c'est une vision populationnelle, en fait, basée sur la circulation de l'information. Deuxième solution, sensibiliser les gens. Il n'y a pas de danger à partager l'information. OK? Il faut accompagner le patient qui veut accéder à son information. J'ai entendu qu'il y a des gens qui demandent accès à leur information et que c'est caviardé. Donc, moi, je suis tombé en bas de ma chaise. On n'encourage vraiment pas ça, je vous le dis pour les cliniciens. Normalement, vous êtes formés dans les facultés de médecine pour être capable de partager votre information de manière interprofessionnelle. Donc, il faudrait avoir, puis c'est un peu ce qu'on disait tantôt, un agent pour accompagner le patient qui demande accès à ces données, les comprendre et que c'est un droit et qu'il n'y a pas un problème à l'interprétation. Ça peut être très anxiogène de consulter son dossier si on ne sait pas comment le consulter. Troisième solution, élargir le partenariat au niveau professionnel, au niveau des différents intervenants. Donc, vraiment, le côté interprofessionnel, la transparence de l'information. Donc, un patient qui fait un parcours de soins de la première à la troisième ligne va rencontrer un ensemble d'intervenants. Il faut que la donnée suive le patient et il faut qu'il y ait un partage au niveau de cette information-là. Et n'oubliez pas que c'est le patient qui donne son consentement à ce qu'on consulte son dossier, à ce qu'on écrive dans son dossier. Donc, c'est le patient qui décide s'il veut que les autres professionnels consultent son information. Donc, le consentement doit suivre la donnée également. Voilà. Merci. Et merci beaucoup. On est en pause, c'est ça? Cinq minutes. Toutes ces idées sont très intéressantes. Maintenant, comment on peut amener ces idées à s'opérationnaliser dans le système de santé tel qu'on le connaît? Quels seraient les vecteurs de succès qui nous permettraient de prendre ces idées et de pouvoir les amener de manière à les opérationnaliser dans le système de santé? Selon vous, comment on peut y arriver? Parce que ce sont tous des bonnes idées et plusieurs de ces idées, dans bien des cas, existent. Mais on n'arrive pas à les faire adhérer dans le système. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Selon vous, comment on pourrait y arriver? Je trouve qu'à chaque fois, il y a une dimension qui ne ressort pas clairement, c'est celle du pilotage du changement. Il faut absolument donner les moyens parce que ce sont des changements que nous souhaitons. Donc, soyons plutôt tactiques, stratégiques, que ce que tout le monde entend. Il faut que chacun d'entre nous ait une formation d'au moins une fin de semaine avec toi, peut-être, Denis, pour maîtriser le langage du pilotage du changement, les tactiques, les stratégies, quand est-ce qu'on atteint la masse critique, vers qui se tourner. Ça, c'est les questions, il me semble, c'est la condition préalable pour réaliser ces changements que nous souhaitons. Ça va, Denis? Tout à fait, tout à fait. T'aimes ça jusqu'ici? Oui, 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 oui. Non, mais ça fait partie naturellement des engagements que l'Axe gestion du changement s'est donné à l'intérieur de l'unité de soutien SSA, de bâtir un portfolio de pratiques avec un certain nombre d'outils permettant aux gens de développer un minimum de connaissances de base sur comment appréhender un changement dans des organisations complexes comme celle du réseau de la santé. Donc, effectivement, je pense que c'est dans le courant de ce qui va se faire dans cette année. Vanessa est en charge de l'ensemble de la mise en œuvre de ces différents projets qu'on a proposés à l'unité de soutien. Et donc, soyez sans crainte, ça arrive. Et donc, vous allez avoir les outils nécessaires pour, du moins, vous donner la base nécessaire pour accompagner le changement en organisation. Je pense que moi, de mon côté, merci beaucoup pour votre participation. Ça fut très intéressant et j'espère qu'on va construire un système de santé après nous. Alors, un grand merci à vous deux, au Pôle Santé aussi qui a contribué à animer cet atelier. Juste avant qu'on aille plus loin, j'aimerais inviter chacune d'entre vous, si ce n'est pas déjà fait, à saisir vos réponses dans le système électronique qui va nous permettre de faciliter grandement notre vie, nous permettre de nous assurer de ne rien perdre de tout ce que vous avez mis de l'avant. Alors, utilisez les codes QR qui sont sur les tables. Cela devrait vous aider à bien faire. Vous avez maintenant 15 minutes devant vous pour faire ce travail de saisie. Et suite à ce 15 minutes, nous reprendrons avec un panel où nous retrouverons Carole Jabet, Guy Poulain, Nicolas Baudet, Philippe Griboval, Philippe Lachance et Élise, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est Élise qui est là? Je ne sais pas, c'est confirmé? Alors, c'est Élise Boulanger qui est cachée derrière, qui va se joindre à nous. Bonne pause, à tout de suite. Nous reprendrons à l'heure tapante.